Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 33, on parle de la situation des organismes communautaires dans la région. Bienvenue à Studio Libre. Les organismes communautaires fournissent des services que l'on dit essentiels, tout le monde sait ça. Mais pour fournir ces services-là, il faut avoir un certain financement. Et c'est là où le bas blesse. Et c'est pourquoi les organismes communautaires lancent un cri d'alarme ces jours-ci avec le mouvement Le Communautaire à bout. Et on va en jaser avec notre prochaine invitée, Cathy Lépine, coordonnatrice de Mado Jeunes et de SOS Contact Alto. Bonjour. Salut! Le financement, ça a toujours été le nerf de la guerre pour les organismes communautaires. Et c'est tout le temps, comme on dirait, à répéter. Il n'y a pas moyen d'avoir du temps pour donner des services. Non, il faut se concentrer plus souvent, à aller chercher 1 000, 2 000, 5 000 $ de subventions ici, et rentrer des états de compte qui sont des bottins de téléphone pour avoir un petit montant. Donc, c'est un peu ça que le mouvement qui est parti, je pense, à Shawinigan, va dénoncer. Et de votre côté, j'imagine que c'est la même chose. Ben oui, c'est la même chose. Tu sais, nous, dans le fond, Mado Jeunes et SOS, on est deux organismes. Puis on a, dans le fond, chaque organisme reçoit un montant pour leur mission globale. Fait que nos services de base et tout ça. Mais ces montants-là, ils couvrent plus qu'est-ce qu'on a besoin, tous les services qu'on peut offrir. Fait que justement, comme tu as mentionné, là, il faut tout le temps aller chercher d'autres subventions, aller chercher des miettes un petit peu. Puis le rehaussement, ben, il est pas à la hauteur de la réalité d'aujourd'hui. T'sais. Fait que nous, ce qu'on revendique avec le communautaire à bout, c'est vraiment justement un rehaussement adéquat qui va venir répondre vraiment aux besoins de nos services sans qu'on aille à tout le temps aller chercher des choses ailleurs. Puis de justement reconnaître là, notre place essentielle dans la société. Avoir accès à des spécialistes, c'est un peu plus facile aux communautaires, mais on dirait qu'on nous met des bâtons dans les roues. Est-ce que vous sentez ça justement qu'il y a vraiment une volonté de rendre ça plus complexe? Ben, tu sais, oui, dans le sens où le gouvernement nous demande d'être un filet social. Fait qu'on est, dans le fond, les organismes communautaires, on est ceux qui portent la communauté. Justement, on est la porte d'entrée. Fait que souvent, toutes les personnes vulnérables, tu sais, nos jeunes qui viennent dans nos services, tout ça, c'est sûr que l'entrée dans nos services est plus facile, nos critères sont moins hauts. Mais le fait qu'on n'est plus capable d'arriver à donner l'entièreté de nos services ou justement couper certaines choses, ben c'est là que ça vient nous mettre des bâtons dans les roues. T'sais, on voudrait pouvoir aider tout le monde puis répondre aux besoins à tout le monde. C'est le but de tout organisme communautaire là, quand on se donne une mission. Exactement, mais sans financement, ben on peut pas le faire à l'extrémité où ce qu'on voudrait. Ouais. Quand on arrive pour donner des services et qu'il faut prioriser, j'imagine que c'est... Bon, on en a parlé de crève-cœur, là, parce que on se dit, ce service-là devrait être essentiel, mais souvent, le service qu'on veut donner, c'est souvent celui qui est peut-être un peu plus dispendieux à donner parce que, bon, on veut faire affaire avec des spécialistes, on veut avoir vraiment un service top qualité, mais on n'est pas capable parce que il faut, par exemple, payer le loyer, là. Oui, 100%. Puis, tu sais, considérant justement qu'on est une porte d'entrée, souvent, beaucoup d'organismes communautaires sont des organismes de référence. Fait qu'on va référencer, mais essaie de référencer justement aussi ça, ou c'est un autre game où il faut que tu passes une autre porte d'entrée. C'est pas tout le temps facile pour notre clientèle qui viennent de s'ouvrir à nous. Puis là, on fait « Ah, attends une minute, nous, on peut pas aller jusque-là. Il faut qu'on te réfère ailleurs. » Et souvent, quand ça devient complexe, j'en parlais avec quelques intervenants, après une fois, 2 fois, 3 fois qu'on cogne à des portes, ben à un moment donné, la personne fait juste vivre avec sa situation, puis l'endure parce que c'est trop complexe et souvent, on n'a pas les outils nécessaires pour aller continuer à persévérer. Oui, 100%. Là, il y a un désengagement de la personne, puis la personne, elle va juste rester dans ses souliers puis faire « OK, ben là, c'est au bout de ce que je peux aller. » Mais c'est vraiment ça qu'on veut pour notre communauté. Puis, tu sais, on le sait, dans les dernières années, surtout depuis la COVID, là, les besoins, ils explosent. Là. La santé mentale des gens va pas bien, la société va pas bien, les gens ont de la misère à se nourrir, puis tout ça. Si les organismes communautaires étaient pas là pour soutenir tout ça, puis soutenir ces gens-là, ça irait encore pire, là, tu sais. Fait que, Je pense juste à la Banque alimentaire, notamment, qui fait un travail ici. Je salue Anne Mercier, sa directrice, qui est géniale.
et puis avec toute son équipe qui ont des idées vraiment novatrices et souvent remarquées par les instances gouvernementales. Mais à un moment donné, Anne me disait, ben, si on n'a pas de financement, oubliez ça, l'idée est bonne, mais il faut que les bottines suivent les babines. Puis c'est ça qu'on a de la misère. On veut être novateur, mais on n'a pas les moyens de nos ambitions. Mais non, exactement. On est bloqué à ne pas pouvoir développer, parce que justement, quand on veut développer, il faut aller chercher de l'argent ailleurs. Oui. Ouais. Et comme on disait, la part d'aller chercher de l'argent, ça peut prendre combien de temps dans une semaine, mois, année à une coordonnatrice? Est-ce qu'on dit, bon, c'est la moitié du temps qu'on fait juste essayer d'avoir de l'argent et non pas pouvoir être capable de développer? C'est combien de pourcentage qu'on pourrait évaluer? Oui, c'est quand même difficile d'évaluer en pourcentage parce que, tu sais, justement, si on avait le financement à la hauteur de notre mission globale, ben ça serait pas un cassage de tête. Ouais. Mais là, étant donné que nous, juste pour nos 2 organismes, on doit avoir 5-6 subventions qu'on doit faire. Puis là, si on parle de 5-6 subventions, c'est 5-6 redditions de comptes aussi. Ouais. Puis il y a des redditions de comptes puis des subventions qui sont plus longues à faire que d'autres. Très complexes. Très complexes. Donc, tu sais, mettons, pour une subvention, ben des fois, juste la rédiger peut prendre 2-3 heures, une demi-journée. Là. Fait que quand tu fais ça, x5, puis x5 pour les redditions de comptes aussi, au bout de la ligne, c'est du temps. Puis ça, c'est sans la recherche de ces subventions-là. C'est sans d'aller solliciter les partenaires qui peuvent te joindre là-dedans. C'est beaucoup d'énergie à mettre ou ce qu'on pourrait le mettre à place dans nos services. Puis c'est là que ça devient poche. T'sais. Et une grosse part aussi, c'est que le gouvernement nous appelle pas pour nous dire « Hey, il y a une telle subvention ici, telle subvention là », donc il faut faire une certaine veille. Mais si, justement, ces argents-là étaient déposés directement dans la mission, ça aiderait, j'imagine, beaucoup. Mais on dirait qu'on veut avoir... On finance beaucoup plus des projets que la mission globale. Mais quand on n'a pas l'argent pour faire la mission globale, exemple donné, pour engager des gens pour un projet, bien souvent, quand on dit ben ça va durer 1 an, 2 ans, on le sait avec la demande de personnel qui évolue tout le temps, ben c'est dur de trouver des gens. À quel point vous autres, même dans les organismes communautaires, c'est difficile de trouver des gens? Oui, c'est difficile de trouver des gens, je pense, comme partout ailleurs. Puis ce qui est dur, c'est la rétention d'employés aussi. Oui. Parce que, veut pas, encore une fois, niveau financement, tu le dis, là, juste notre argent pour notre mission globale, ben ça sert à payer nos salaires. Mais on s'entend qu'au communautaire, on n'a pas des salaires de fous. Fait que c'est un peu un cercle vicieux de, ben on est des gens qui ont à cœur la communauté, on s'investit dans le communautaire, mais à un moment donné, c'est nous autres qui n'est plus capable de vivre non plus. Ouais. Fait qu'il y a comme tout cet enjeu-là. Tu sais, aller chercher des gens qui sont qualifiés, tu sais, surtout pour nous, c'est important. On engage des gens en formation ou qui ont des formations. Fait que veut pas, faut offrir quelque chose qui répond à ça. T'sais, ils ont investi de l'argent puis du temps dans des études. Fait que c'est plate de ne pas reconnaître ça non plus. T'sais. Puis d'être compétitif aussi à un moment donné avec le privé 100%. Ou avec même le système gouvernemental. Je prends par exemple, juste un exemple, un psychologue qui voudrait aller au communautaire ou au privé ou au gouvernement. Le salaire est même pas compétitif. Non. Et justement, on comprend ces gens-là qui ont investi des années et des dizaines d'années d'études pour être capables de vivre et de souvent payer ces études-là. Oui. Il faut qu'il y ait un salaire décent, et comme tout le monde d'ailleurs. Oui, 100%. C'est important, là. Quand on fait une approche avec des gens spécialisés et qu'on essaie de les convaincre de venir au communautaire, qu'est-ce qui est plus attractif que, exemple donné, je prends aller peut-être au CISO ou peut-être aller dans le privé. Qu'est-ce qui fait que le communautaire peut être intéressant pour quelqu'un qui est un peu plus spécialisé? Ben, tu sais, je pense que la partie, le fun, si on peut dire, d'être au communautaire, c'est qu'il y a beaucoup de flexibilité. Puis ça, les gens, aujourd'hui, ils recherchent beaucoup ça. Un horaire, notamment. Un horaire flexible, des conditions de travail qui te permettent d'avoir une vie familiale en même temps de ton travail. Mais c'est aussi l'esprit de communauté. Je pense qu'il est très vendeur au communautaire. Tu sais, veut pas. Puis c'est rien contre les institutions puis tout ça, mais quand tu travailles en institution, tu es beaucoup plus dans un cadre. Au communautaire, on est plus... on peut être plus créatif. On peut plus sortir de la boîte, tu sais. Fait que pour des gens
un petit peu atypique, qui a moins les cadres puis tout ça, ben le communautaire va souvent plus être attirant. Fait que on est capable au moins d'offrir ça, là, la flexibilité, arranger pour que ça soit moins dans un cadre. Puis si tu sors un petit peu de la boîte, ben tu vas peut-être plus fitter au communautaire. Là, ouais. Quand on vient pour dire quelque chose au gouvernement, souvent on peut le crier sur tous les toits. Ça donne pas vraiment grand-chose, surtout dans la conjoncture économique actuelle, avec un déficit record au Québec. Demander de l'argent, c'est pratiquement dire, ben mets-toi en file, on en a d'autres qui en veulent. Ouais. Qu'est-ce que vous comptez faire dans l'action pour faire valoir votre point au gouvernement? Nous, en ce moment, dans le fond, ce qu'on revendique pour l'Outaouais seulement, c'est 57 millions. 57 millions pour 200 organismes. Fait que c'est quand même... on s'attend pas à avoir 57 millions, on s'entend. On s'attend à juste partir la machine. En tant qu'action, il va y avoir, dans le fond, 2 semaines de grève, donc du 23 mars au 2 avril. C'est un mouvement. Fait que, il y a des organismes qui vont choisir les actions qu'ils font. Ils vont choisir la façon qu'ils soutiennent le mouvement. C'est sûr que... il y a des organismes qui sont vraiment essentiels dans le sens qu'ils ne peuvent pas fermer leur service. Tu sais, quel humain serait-on si on empêchait des gens de manger pendant 2 semaines? Ouais, non. Fait qu'il y a des organismes qui vont participer à certaines actions, puis il y en a d'autres qui vont couper complètement leur service pendant ces 2 semaines-là. C'est sûr que c'est justement pour revendiquer le fait qu'on est essentiel, puis un petit peu pour aller créer un impact au niveau du service de santé. Parce que souvent, quand c'est le citoyen, et surtout que cette année, on est en année électorale, moi, je dis tout le temps, d'essayer d'aller chercher un peu plus d'appui, parce que là, les gens veulent se faire élire, et surtout, avec, on regardera les sondages et compagnie, souvent, quand le gouvernement présent est... un petit peu plus dans l'embarras, ben ça peut aider à se faire comprendre. Et les autres aussi qui veulent se faire élire, mais après ça, comme on dit, les bottines doivent suivre les babines. 100%. C'est beau dire des promesses électorales, mais les promesses électorales, on sait que c'est rare que ça se tient ou que ça se concrétise, mais il faut au moins avoir cette opportunité-là de le faire. Et comme on dit, certains vont décider de fermer pendant 2 semaines, d'autres vont décider d'aller un peu plus mollo. Mais je pense que quand c'est le citoyen qui dit, écoutez, il y a un problème, le gouvernement, il n'a pas le choix au moins de prêter l'oreille. Ben oui, puis tu sais, si on parle de citoyens, ben il ne faut pas oublier que les organismes communautaires sont dirigés par des CA, oui, des conseils d'administration. Puis ces conseils d'administration-là, ben c'est nos citoyens. Puis dans le fond, au niveau de nos mandats de grève, c'est nos conseils d'administration qui ont accepté qu'on parte en grève. Fait que c'est les citoyens qui ont dit oui, on y va. T'sais. Fait qu'ils ont... Leur voix est là aussi. Là, oui. Et vu qu'on est là, on parle de jeunes, parce qu'avec Mado Jeunes, vous envoyez des jeunes de la communauté. Oui. Comment vont nos jeunes, justement, aujourd'hui? C'est une question que souvent, les adultes, on les voit individuellement, mais collectivement, comment ils se portent? Collectivement, encore une fois, depuis la COVID a eu des impacts ravageurs là, sur nos jeunes. Ça n'a aucun bon sens. On voit une augmentation de la violence, une augmentation des troubles de santé mentale, surtout d'anxiété puis de dépression. Un isolement qu'on ne voyait pas non plus autant avant. Nos jeunes ne vont pas bien puis ils ne sont pas soutenus dans leur problématique. On parle en globalité, mais nous, les jeunes qu'on voit dans nos services, on le voit que ça se détériore. Puis, par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'ils viennent chercher de l'aide. Tu sais, Mado Jeunes, oui, c'est des maisons des jeunes, puis les maisons des jeunes ont leur réputation à certains niveaux. Mais nous, on est contents de dire que les jeunes, ils viennent nous voir, puis ils savent qu'ils peuvent nous parler. Et puis, pour eux, c'est des milieux sécuritaires. Fait que, tu sais, ils vont pas bien, mais ils savent qu'ils ont de l'aide à leur proximité, puis ils viennent la chercher, cette aide-là. Fait que ça, c'est beau quand même, là. Oui, pour avoir travaillé dans une maison de jeunes il y a une vingtaine d'années, on voyait déjà ça embryonner, là, les jeunes qui demandaient de l'aide, qui posaient des questions que peut-être des fois ils ne posent pas à leurs parents parce que justement on ne veut pas éveiller de l'inquiétude chez nos parents. Ça, c'est un peu... mais au moins, s'il y a quelqu'un pour se confier,
Mais là, on voit des problématiques qu'on ne voyait pas il y a 20 ans, notamment au niveau de la santé mentale, l'anxiété et compagnie. On parlait d'éco-anxiété il y a quelques émissions ici. C'en est une autre qui, à l'époque, n'était peut-être pas aussi présente. Comment est-ce qu'on fait pour dire aux jeunes, écoute, ça va bien aller, pour ne pas paraphraser la fameuse phrase, oui, mais pour dire, on peut s'en sortir, il y a des solutions. Ben, tu sais, c'est ça qui est difficile, c'est que en tant qu'organisme communautaire, il y a une limite à ce qu'on peut donner comme service. On est là pour leur offrir un milieu sécuritaire, leur offrir une oreille, leur offrir, tu sais, un soutien. Mais quand ça vient à des services spécialisés, ben c'est le gouvernement qui peut offrir ces services-là. Parce que nous, on peut aller les référer, bien, mais on peut pas faire ce bout de chemin-là. C'est dur de dire que ça va bien aller. Par contre, je pense que les jeunes ont une résilience de fou. Et puis, ils ont leur communauté à cœur quand même ici. T'sais, on est chanceux à Buckingham. On a comme ce phénomène-là où ce que la collectivité et puis la communauté est vraiment, c'est serré. Mais, tu sais, tant que les jeunes vont parler, puis vont extérioriser, puis vont aller chercher de l'aide, peu importe c'est où, je pense que c'est là que ça va bien aller. Mais c'est qu'il faut qu'il y ait ces places-là pour aller chercher cette aide-là. Et SOS Contact Alto, c'est peut-être, je le vois passer, mais qu'est-ce que vous faites comme service, comme mission d'ailleurs? Dans le fond, c'est un organisme en prévention des dépendances. Notre service principal, c'est des intervenants de milieu. Fait que c'est des intervenants psychosociaux qui se promènent dans les rues, dans les organismes, dans les milieux scolaires. Puis dans le fond, on offre justement de l'écoute. On fait de la sensibilisation. On est beaucoup en prévention. Fait qu'on va aller prévenir les risques. Les risques au niveau sexuel, les risques au niveau de la consommation, de la violence, toutes les situations, dans le fond, qui pourraient avoir des risques. Puis nos intervenants se promènent de milieu en milieu pour offrir, dans le fond, un peu des services de soutien de première ligne. Et quand on voit la situation actuelle, on parlait souvent notamment d'anxiété et compagnie, les gens qui n'ont peut-être pas accès aux services vont s'auto-médicamenter souvent par la consommation. Est-ce qu'on voit une recrudescence de, justement, des gens qui n'ont pas accès à certains services qui vont dire je vais le prendre sur moi-même avec ce que je peux trouver? Les statistiques au niveau de la consommation, ça varie pas beaucoup d'année en année. Par contre, ce qu'on voit, c'est une augmentation des troubles concomitants. Quand on parle de troubles concomitants, c'est un mélange de dépendance, par exemple, fait consommation, avec un trouble de santé mentale. On voit aussi une augmentation de l'itinérance. Vraiment, vraiment beaucoup, surtout dans la région ici. Avant, on en voyait quelques-uns, mais là, c'est de plus en plus flagrant. Puis on a beaucoup d'itinérance cachée aussi. Donc, des gens qui vont dormir pendant une semaine. C'est ça, ils se promènent, mais ils n'en ont pas de domicile fixe. Fait que, tu sais, au niveau de la consommation, oui, il y a de l'automédication, 100%. Puis justement, nous, notre rôle à SOS Contact Alto, c'est d'aller un petit peu sécuriser cette consommation-là en essayant de faire prendre une prise de conscience à la personne, puis en l'éduquant aussi concernant les risques que ça peut avoir, puis les réorienter ou ce qui pourrait avoir de l'aide en lien avec ça. On parlait de risques. Est-ce que les gens sont vraiment au courant du risque qu'ils courent en ingérant n'importe quelle, j'allais dire, cochonnerie qui peut se trouver, parce que c'est pas nécessairement comme une drogue de synthèse. On pense notamment au fentanyl. Le fentanyl qui peut se trouver dans la rue et peut-être pas celui qu'on peut retrouver à la pharmacie ou dans les hôpitaux. Est-ce que les gens, quand on leur explique le risque, font comme « Oh, je le savais pas et j'y avais pas pensé ». Je te dirais que ça dépend. Ça dépend. Il y en a qui connaissent le risque parce que, heureusement, dans les dernières années, la sensibilisation à ce niveau-là, elle a vraiment fait un gros boom. On en entend de plus en plus parler. Il y en a aussi, tu as la portion qui ils savent pas, puis quand on leur dit, ils font comme « Ah, OK, je vais prendre 2 minutes, je vais prendre le temps d'analyser le tout. » T'en as qui font « Je le sais, puis honnêtement, je m'en fous. » Parce que, tu sais, la dépendance, c'est creux. Là. Quand quelqu'un qui est ancré là-dedans, c'est je le sais que ça se peut que ça m'arrive, mais j'ai pas le choix parce que j'en ai besoin. Fait que il y a comme toute cette dynamique-là. C'est sûr que nous, au niveau jeunesse et adulte, parce qu'on fait les deux,
au niveau jeunesse, on essaie le plus possible de justement sécuriser, sensibiliser, puis tu sais, faites attention. Puis au niveau adulte, même chose, mais c'est un petit peu une dynamique différente. Puis il faut pas oublier qu'en tant qu'organisme en prévention des dépendances, ben nous, on offre du matériel de consommation sécuritaire, dont des bandelettes de détection au fentanyl. Fait que nos usagers, ben ils peuvent avoir un petit kit qui vont pouvoir tester leur dose. À partir du moment où ils vont avoir testé leur dose, puis si le test dit négatif ou positif, ben ça va être à eux de faire le choix de est-ce que je la prends ou je la prends pas à ce moment-là. Et au niveau des jeunes, j'imagine qu'on a plus de chances de les réchapper quand la consommation est au début du cycle de consommation. On a beaucoup plus de chances de dire, ben, regarde, il y a d'autres moyens. Comment est-ce que l'intervention rapide peut sauver un peu les meubles? C'est sûr que le plus tôt on commence, le mieux c'est. Dans le sens où il y a des études qui ont démontré que quand la consommation commence en bas âge, ben, il y a plus de chances qu'à l'âge adulte, il y ait une problématique au niveau de la consommation. Oui, ça fait 10-15 ans, rendu à 25 ans. Exactement, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que plus tôt on le fait, le mieux c'est. J'imagine que, bon, à l'époque que moi j'étais dans les maisons de jeunes, on voyait un petit bourgeon sortir, on disait, hey, ce jeune-là, là, il a du talent, il va faire quelque chose. J'en ai un en tête qui est devenu aujourd'hui un DJ assez reconnu, et puis il a du fun dans la vie. Et puis on le voyait à l'époque, là, il y avait du gaz pour 1000. Il y a de l'espoir et il y a des super beaux exemples à donner aussi. On disait que la jeunesse allait pas super bien, mais il y en a qui sortent du lot. Puis j'imagine que ça doit être pour un intervenant. En tout cas, moi, quand je les voyais à l'époque, c'est une bouffée d'air frais de dire, regardez, il y a des beaux exemples dans les jeunes, puis c'est pas tout ce qu'on peut prétendre. Mais non, puis tu sais, on s'entend que chaque jeune a un potentiel. Oui. On en a des jeunes qui ont un potentiel, puis on en a, comme tu dis, qui sortent du lot. Puis je pense que ces jeunes-là, c'est justement le plus tôt on est capable de leur faire voir ce potentiel-là, puis de les faire fleurir dans ce potentiel-là. Bien ça, c'est un gros facteur de protection pour leur santé mentale. C'est quelque chose qui va venir les protéger si on est capable de remarquer leurs forces, là. Ouais. Et j'imagine qu'ils doivent servir d'inspiration aussi pour les autres. Parce qu'on peut dire, regarde, si lui est capable, ben toi, tu es capable dans ton domaine, dans ce que tu aimes, c'est de découvrir aussi ce que les jeunes aiment. Souvent, ben tu leur demandes qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Ben, je sais pas trop. Non, c'est ça. Là. Souvent, ils ne savent même pas. Oui, c'est ça. Et donc, j'imagine quand on fait ça et qu'on dit, ben regarde, essaie des choses et puis tu vas voir qu'est-ce que tu aimes. Personnellement, j'ai essayé la radio à 14 ans. C'est ma mère qui m'a poussé à essayer ça dans une radio communautaire dans le coin de Châteauguay. Je m'en souviendrai toujours. Et puis, je me promets d'y retourner pour leur dire merci. D'ailleurs, le directeur actuel était à l'époque déjà là. Donc, je veux aller... je m'étais dit, je vais le faire. Mais c'est justement, il faut leur faire essayer des choses. Mais quand on n'a peut-être pas les moyens de le faire, c'est un peu plus difficile, là. Exactement. T'sais, nous, c'est ça qu'on prône, dans le fond, là, où on met notre énergie, c'est d'offrir à nos jeunes des activités ou des projets à prix modique ou gratuits. Parce qu'on le sait que notre population à Buckingham, c'est pas la population qui a les meilleurs moyens financiers puis tout ça. Puis on veut permettre à ces jeunes-là qui ont pas tout le temps la chance d'avoir des expériences, de les vivre, ces expériences-là. Mais comme au niveau du financement, ça vient jouer là-dessus aussi. Absolument. Parce que si on veut continuer à offrir ce service-là puis à faire découvrir à nos jeunes un inventaire d'activités ou de choses. Ça prend des employés. Ça prend des employés, puis ça prend de l'argent pour pouvoir leur offrir ça. Tu sais, aller, par exemple... faire de la radio dans un studio, ben veux pas, il y a des coûts en arrière de ça. Est-ce qu'on va faire payer nos jeunes? Ben non, c'est nous qui va l'assumer le coût. Mais il y a toute cette gamique-là de vouloir là, exploiter leur potentiel, mais effectivement, ça prend du financement. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en tant qu'organisme et en tant que collectif d'organismes pour 2026? On le sait que on voudrait de l'argent. On voudrait que le prochain budget soit parfait. On répond à voici vos 57 millions, le chèque est dans le mal. Mais c'est pas ça qui va arriver probablement. On le sait bien. Qu'est-ce qu'on peut au moins souhaiter
pour Mado Jeune, pour SOS Contact Alto et pour le communautaire à bout? Ben, honnêtement, moi, je pense que si on a quelque chose à souhaiter, c'est vraiment que nos voix soient au moins entendues et prises en considération, puis que notre place dans la société soit reconnue comme étant essentielle. Je pense que c'est vraiment là, les 2 points importants. Là. On est essentiel au communautaire. Si on n'était pas là, puis je dis ça là, dans tout mon esprit de revendication, mais si on n'était pas là, les systèmes de santé seraient encore plus engorgés. Oh, il ne faut pas oublier cet élément-là. Là. Il y a des milliers de personnes qui ne pourraient pas manger. Il y a encore plus de gens qui seraient dans la rue. On crée un impact dans la société, puis on resserre la communauté. Fait que c'est important que nos voix soient entendues. Et pour Mado Jeune, SOS Contact Alto, qu'est-ce qui s'en vient, là? Qu'est-ce qui sont vos projets là, dans les prochains mois et pour l'année? Ben, tu sais, c'est sûr que, mettons, c'est un petit peu chamboulé par le financement. Oui. Et tout ça. Mais, tu sais, nous, nos projets, là, l'été, la saison estivale s'en vient. Oui. Puis nous, à l'été, c'est souvent notre période de l'année la plus forte, la plus Oui, parce que les jeunes sont disponibles. Exactement. Donc, nos projets, on a tout le temps l'été des ados. Nous, fait que c'est 8 semaines d'activités gratuites après-modiques qu'on commence à planifier là, dès maintenant. Puis, ça fait quelques années maintenant qu'on implique aussi tous les organismes là, de Buckingham à joindre à nous. Fait que ça, c'est un de nos gros projets là, qui s'en vient pour l'été 2026. Eh bien, on a hâte de voir ça parce que, comme on le dit, les jeunes, c'est notre avenir. Oui. Ben, il faut en prendre soin de ces jeunes-là. Puis vous en prenez très bien soin. Et puis, vous les faites fleurir à votre façon. Oui. Ben, merci beaucoup, Cathy Lépine, coordonnatrice de Mado Jeune et de SOS Contact Alto. Merci. Merci beaucoup. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 33 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, Cathy Lépine, coordonnatrice de Mado Jeune et de SOS Contact Alto. Je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses officiel, auquel vous pouvez vous abonner pour des nouvelles un peu plus au quotidien de la TVC. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.